Solo. Yo, bienvenue à tous dans ce nouveau solo consacré aujourd'hui à Fast and Furious Hobbs & Shaw. Un film d'action plutôt sympa dont on va parler aujourd'hui, qui n'est pas simplement un film d'action lambda, comme on pourrait s'y attendre pour un Fast and Furious. C'est une série que j'apprécie pas particulièrement, hein. C'est très beauf, c'est des jackies qui conduisent des bagnoles. En gros, c'est des mécaniciens qui sauvent le monde. Voilà. Toi, tu vas faire quoi? Moi, c'est pas vraiment mon délire. Il y a que le 5, qui était vraiment un actionneur vraiment un peu burné, que j'aimais bien avec l'avenue de The Rock, qui a mis un petit coup de sang frais à la saga, qui délaissait le côté Jackie avec les meufs en camelto au début des courses, qui agitaient leurs boobs en plastoc. Voilà, ça délaissait un peu ce côté-là, ça se concentrait un peu plus sur de l'action bourrine, c'était plutôt sympa, même si ça commençait déjà à être n'importe quoi, mais c'était divertissant, et c'était bien fait. La suite 6, 7, 8... à l'ouest complètement, mais ça veut pas dire que j'ai pas développé un certain affect sur certains personnages, notamment sur le personnage de Deckard Shaw, interprété par Jason Statham, et du gros Dwayne Johnson, The Rock. Et ils ont une relation depuis le 7 qui est plutôt sympa, qui a été étoffée un peu dans le 8, et du coup, même si j'ai détesté les derniers films Fast and Furious, Qu'est-ce qu'il dit? j'ai plutôt apprécié leur duo. Et apparemment, je suis pas le seul, parce que les producteurs, ils ont dû se dire qu'il y avait un filon à exploiter, parce qu'ils ont décidé de nous sortir un spin-off sur les deux personnages. Et quand j'ai vu la bande-annonce, le premier truc que je me suis dit, c'était qu'est-ce qui pourrait arrêter ces mecs-là? Dans l'univers de Fast and Furious, ils sont indestructibles, les mecs. Enfin, ils résistent à des explosions, à des bâtiments qui leur tombent littéralement sur la gueule. The Rock, il chute de 30 mètres, il tombe sur une bagnole, il a juste le bras cassé. Tu te dis, bon, les gars, qu'est-ce qui peut les arrêter, quoi? Et en fait, ce qui m'a vendu le film, c'est la bande-annonce où on nous montre que l'antagoniste va être incarné déjà par Idris Elba, que j'aime beaucoup, et en plus que le mec est à moitié cyborg, donc il est augmenté, il a des implants cybernétiques et tout, du coup ce qui le rend plus fort, plus résistant, et en fait c'est n'importe quoi, mais on est d'accord, c'est n'importe quoi. Voilà, donc en gros c'est n'importe quoi, on est d'accord. Bonjour. Ceci est mon film que vous voyez derrière là, pas mal, non? Je me permets d'interrompre parce qu'on se fout un peu de ma gueule. C'est du vol et du plagiat. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Mais dans l'univers qu'a créé Fast and Furious, en fait, il faut ça pour arrêter ces deux mecs-là, quoi. Il faut un mec à moitié robot, à moitié cyborg, et une force décuplée grâce à des augmentations. Parce que ces mecs-là, ils sont inarrêtables. Donc en fait, moi j'ai bien aimé l'idée. Je me suis dit, enfin on va avoir des enjeux en fait. On va enfin avoir des héros en difficulté dans Fast and Furious. Ce qui m'a vraiment vendu le film, c'est de savoir que ça avait été réalisé par David Leitch, je sais pas comment on dit, et puis quelque part on s'en fout, hein. Parce que ce mec, c'est un ancien cascadeur, il a bossé sur des petits films indépendants. Alors attendez, ça va pas vous parler, mais bon, 300, Matrix, Blade... Enfin, des petits films pas très connus, et donc je me suis dit, le mec déjà, voilà, il a de l'expérience et de la bonne, et il a travaillé sur Deadpool, et notamment les John Wick. Les John Wick, Baba Yaga les gars, bah oui, Baba Yaga les gars. C'est marrant, on dirait que je parle, je sais pas quoi. Et en fait, du coup, ça je me suis dit, attends, on a un antagoniste qui peut potentiellement foutre les héros en danger, on a un duo de personnages que j'aime bien, on a des producteurs et réalisateurs qui ont bossé toute leur vie sur des films d'action et des bons, et qui ont un côté esthétique intéressant. Je me dis, mais ça peut peut-être être sympa. Au final, tu prends une série comme Fast and Furious, qu'est-ce que tu peux en faire? C'est ce qu'on va essayer de voir. Est-ce qu'ils ont fait du bon boulot ou pas, les gars? Le film, il va être essentiellement basé en termes de scénario sur le sauvetage du monde, encore une fois. Le thème sous-jacent, ça va être les relations familiales, ce qui est quand même assez surprenant dans ce genre de film. Et donc en fait, le petit truc de réal qui est vachement sympa dans ce film, c'est qu'on va avoir deux personnages qui sont diamétralement opposés, mais qui sont en fait quasiment le même personnage. Et donc en fait on va avoir ce parallèle entre les deux personnages, mais en même temps c'est une dichotomie constante, que ce soit au niveau des couleurs, que ce soit au niveau des placements dans le cadre, même au niveau des dialogues, ils vont avoir certains dialogues et certaines réactions qui vont sortir exactement au même moment. Donc on voit très clairement qu'en fait ils se ressemblent plus qu'ils ne veulent se l'avouer. Tout est résumé par la scène d'intro, où on les voit systématiquement faire exactement les mêmes choses,
chacun de leur côté. Tous les opposent parce qu'ils vont jamais dans le même sens. Au terme des couleurs, c'est exactement pareil. Il y en a un qui est plus chaleureux que l'autre. Il va être en Californie, toujours ensoleillé, alors que l'autre il fait toujours la gueule. Et donc on va le mettre dans la grisaille de Londres. Le personnage de Statham est beaucoup plus stylé que le personnage de The Rock qui est beaucoup plus brut. Donc on va avoir d'un côté Statham qui va être toujours très stylé dans son environnement, dans ses accessoires, dans tout ce qu'il utilise, par rapport à The Rock qui est bordélique. Mais ce qui est intéressant de remarquer, c'est que pour montrer qu'ils sont pareils, et en fait, leur appart, leur maison est exactement la même. Ils ont exactement le même lit, la même configuration, le même tapis de sol. Leur lit donne chacun sur une espèce de baie vitrée qui montre la ville. Ce qui est marrant ici aussi, c'est qu'on va voir qu'ils ont exactement la même routine matinale, mais gérée différemment. On va voir Statham qui va utiliser une cuisine dernier cri, alors que The Rock il est un peu plus roots. Là où Statham va se faire une omelette vraiment comme un petit chef, The Rock il va enquiller les œufs et les boire dans son shaker à la Rocky. Mais ils mangent la même chose, des œufs. Et encore une fois, ils préparent ça dans leur cuisine chacun. Et regardez, c'est criant. Leur intérieur est exactement le même. En bordel et éclairé chaudement pour The Rock et très carré, très stylisé pour Statham. On a exactement les mêmes baies vitrées, on a la même disposition de table et chaises, et on a même la bagnole de chacun qu'on voit à l'arrière. Tout est fait pour montrer que les deux personnages sont exactement les mêmes, avec un tempérament légèrement différent, jusqu'à dans leur véhicule. Et on a une super belle bagnole stylisée sous la flotte dans le bleu chez Statham, et le gros 4x4 Hummer, je sais pas ce que c'est, j'y connais rien en bagnole, je m'en bats les ensoleillé chez The Rock. Sauf qu'ils partent dans des directions opposées. Même les plans qui les installent sont exactement les mêmes à chaque fois. Et l'intro va continuer sur le fait qu'on va voir Jason Statham rentrer dans un club ultra chic, éclairé en rouge, de dos, et se battre avec des mecs et pendre un type par une fenêtre. Et là où c'est drôle, c'est qu'on va avoir exactement la même scène avec The Rock de son côté, avec exactement les mêmes plans mais inversés, et lui éclairé de bleu. Lui il va être dans un club un peu plus trash, il va y avoir des tatoueurs, etc. Mais il va avoir exactement la même confrontation avec à peu près les mêmes types pour la même chose, sauf que là où Statham il va être dans de l'action vraiment très chorégraphiée, très stylisée avec des prises et tout ça machin, lui il va y aller bourrin, coup de boule, un coup de genou dans les couilles, etc. Et ce qui est drôle, c'est que là où Statham va pendre un mec par la fenêtre, lui il va choper un type sur une chaise de tatouage, il va le menacer, il va lui dire on va jouer au pendu. Et donc on a cet effet miroir entre Jason Statham qui pend littéralement un mec par la fenêtre et lui qui va menacer un autre type en jouant au pendu. Donc même dans leur méthode, même si ça diffère légèrement, ils ont la même façon de faire. Et ça je trouve ça excellent. À quelques subtilités près, ça montrait qu'ils étaient exactement le même personnage et que c'est pour ça qu'ils sont destinés à travailler ensemble et être efficaces et bien s'entendre. Et ça va aller même jusqu'aux sous-intrigues du film, c'est-à-dire au niveau des dilemmes des deux héros, ça va être exactement la même chose. On va avoir The Rock d'un côté, sa fille qui lui demande mais comment ça se fait que je connaisse pas ma famille, tout ça, et en fait on va apprendre que The Rock est en froid avec son frère. Et du coup pour Statham, on va avoir exactement le même dilemme parce qu'il va voir sa mère en prison, il parle avec quelqu'un de sa famille, d'un autre membre de sa famille à qui il ne parle plus. Là, en l'occurrence, sa sœur, qui est jouée par la sublimissime Vanessa Kirby. Pardon. Qui est jouée par donc cette actrice très lambda. Et donc voilà, donc c'est vachement intéressant au niveau des dilemmes des persos. C'est ça qui fait qu'ils vont se comprendre. Ils traversent les mêmes dilemmes au même moment, et ils sont même chauves tous les deux. J'ai envie de dire, il y a des signes qui trompent pas, les gars. En termes d'image, on a vraiment des plans qui sont super bien travaillés parce qu'on a toujours une petite touche de couleur pour que l'image soit ultra claire et les personnages toujours visibles qui ressortent à chaque fois. Et donc là, par exemple, on a Jason Statham ici. Pour ressortir de la bouillie ambiante grisâtre bleuâtre de Londres, on va foutre un éclairage vert pour que lui, il ressorte vraiment. Et en termes d'image dans ce film, on a des contrastes de couleurs qui sont absolument magnifiques. Là, je vous en mets derrière. On a des contrastes de couleurs en soi avec le vert et le rouge qui font ressortir le personnage par rapport au décor. On a tout un jeu de lumière qu'on retrouve souvent dans les John Wick, et ça c'est la touche de Leach et de son équipe, qui est d'esthétiser les scènes d'action le plus possible, pour que on ait vraiment une image magnifique sur chaque plan. On voit vraiment que chaque élément ressort du cadre, tout est clair, tout est lisible. Là par exemple, là, oui, c'est beau les gars, faut se le dire, c'est bossé, c'est beau visuellement, c'est plaisant à voir, tout en restant clair à l'image, et en donnant une petite patine particulière, et en différenciant, ça se dit,
en faisant une différence entre chaque lieu pour qu'on soit jamais perdu dans l'action. Là, typiquement, c'est une scène qui est géniale parce qu'on a Vanessa Kirby qui se fond dans la masse, et donc elle est habillée en marron, et on a encore des images super belles à voir, quoi. Au niveau des jeux de lumière, c'est excellent, quoi. Et voilà, et donc on a Vanessa Kirby qui se fond dans la masse, et elle est habillée exactement de la même couleur que les bois de l'hôtel, pour qu'elle passe inaperçue. Vous voyez, et là, elles se font vraiment dans l'image, quoi. Et quand on réfléchit ces plans comme ça, c'est autre chose que... on n'est pas chez Marvel, quoi. Ce que j'aime beaucoup avec le personnage de Vanessa Kirby, c'est qu'elle joue quand même un personnage de femme fatale, de femme forte, mais qu'en fait, elle a des petits moments intimistes, mais elle a aussi surtout des petits moments un peu comiques, c'est-à-dire que c'est une très belle femme, elle joue vraiment la femme fatale sûre de soi, de ça, et en fait, il y a 2-3 petites scènes dans le film où elle va faire des grimaces, et vraiment que je trouve excellentes, genre, celle-ci, elle abuse la grimace. On a également ce plan où elle surprend son frère en train de rouler un patin à une nana, où elle est vraiment la tronche de la meuf dégoûtée, qui est, je trouve... En fait, elle joue tellement bien la meuf confiante et sexy, que quand elle sort des têtes comme ça, en fait, ça casse complètement son personnage, et l'effet comique, il marche trop bien. Et je trouve qu'une des scènes qui marche le mieux pour elle, ça va être celle de l'aéroport, où on passe d'une femme, vous voyez, qui est quand même, qui a une certaine stature, qui a une attitude vraiment nonchalante et un peu sexy, à la nana qui trottine et qui nous sort un hello. You work in insurance. Hello. Avec son accent anglais qui marche du feu de vie. Je me fais de rire quand j'ai vu cette scène, je trouve que le contraste, il est plus l'autre qui se pointe avec son bonnet. Mais franchement, l'humour marche vachement bien dans ce film. Le seul petit bémol que j'aurais à dire, ça serait sur le personnage qu'incarne Ryan Reynolds dans le film, un agent de la CIA, je crois, qui nous fait du Deadpool encore une fois. Et j'aimerais bien voir Ryan Reynolds faire autre chose que Deadpool maintenant. Parce que dans Deadpool, c'est drôle. Dans le 2, c'était déjà un peu moins drôle. Dans tous ces films, maintenant, ça commence à être relou. Et en plus de ça, il y a un autre acteur qui est dans ce film, c'est Kevin Hart, un comique américain dont je suis pas super fan. Et il a 2 scènes. La première est drôle. Par contre, la deuxième scène... En fait, la deuxième scène, elle est drôle parce qu'en fait, il est au téléphone, mais en fait, il fait caca. Voilà. Et ce qui est énorme dans le film, ça va être cette façon de montrer les engueulades de Statham et de The Rock. C'est-à-dire que, en fait, leur but, ça va être de travailler ensemble. Mais comme ils se détestent et qu'ils s'engueulent tout le temps, il va y avoir dans la mise en scène une façon de faire en sorte qu'ils puissent pas bosser ensemble. C'est-à-dire que les séparer dans le cadre. Et plus ils s'engueulent, plus leur ego va prendre le dessus, et moins il y aura de place pour l'autre dans le cadre. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, ils vont avoir des plans qui se resserrent de plus en plus sur les visages, jusqu'à vraiment se retrouver avec un plan de leur tête vraiment qui prend tout le cadre. Voilà, là, l'ego prend le dessus, donc on a des plans qui se resserrent de plus en plus sur leur visage, et là on est carrément en face cam, parce que tout leur ego prend le cadre. Voilà, ils sont complètement séparés, ils peuvent pas faire équipe ensemble. Et les peu de fois où ils vont être rassemblés dans le même cadre, en fait, on a constamment quelque chose qui les sépare à l'écran. On a une ligne droite au plafond en plein milieu ici, les 2 barres de la fenêtre et le mec au centre, qui fait qu'il y a clairement une cassure dans le cadre entre deux, qui fait que même s'ils sont dans le même plan, ils peuvent pas être ensemble. Bon, après, je vais pas vous faire tout le film, mais on va parler de 3 scènes qui vont vous montrer l'opposition entre les personnages. La scène du tunnel où Statham et The Rock vont devoir entrer par 2 entrées différentes pour arriver à une même pièce. Et en fait, c'est toute la métaphore de leur rapport à ce moment-là. C'est-à-dire qu'au lieu de travailler ensemble, ils vont chacun vouloir démontrer que l'un est plus fort que l'autre. Donc ils vont être dans le même plan, ils vont aller dans la même direction, mais dans 2 couloirs séparés par une vitre. Et en fait, on a vraiment les 2 qui avancent dans la même direction, mais toujours séparés à l'image. Et parce qu'ils veulent pas bosser ensemble et ils veulent encore montrer que l'un est plus fort que l'autre. Et du coup, le fait qu'ils n'arrivent pas à travailler ensemble a engendré le fait qu'ils vont se faire capturer par Brixton, qui est incarné par Idris Elba, qui lui est représenté par le jaune dans le film. Et comme ils sont sous son joug à ce moment-là du film, eux-mêmes sont éclairés en jaune, parce qu'il les domine complètement. Et encore une fois, pour faire sortir le tout, on met un éclairage bleu pour jouer sur le contraste bleu, jaune, orange, pour bien refaire sortir les personnages. Et encore une fois, on a les 2 personnages principaux qui devraient faire équipe, mais qui sont l'un face à l'autre, et séparés au milieu. Que ce soit le boule gigantesque d'Idris Elba à ce moment-là, ou alors... Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle cette femme. Ou alors, voilà, ces plans-là, où ils sont systématiquement séparés à l'image. Voilà, là, typiquement, sur ce plan, c'est pas anodin qu'il y ait une ligne en plein milieu de l'écran qui les sépare tous les 2. C'est une intention de réalisation. Et encore une fois, à la fin du film, on a la scène où The Rock et son frère se réconcilient, et de l'autre côté, on va avoir exactement la même scène avec Statham et sa sœur. Et détail intéressant, c'est que Vanessa Kirby, jusque-là, était représentée par la couleur verte. Et à partir du moment où Statham se réconcilie avec elle, et ben on voit que c'est lui qui porte du vert.
Et on va terminer par la dernière scène du film, l'affrontement final, où on voit enfin les deux protagonistes qui vont faire équipe dans le même plan, qui regardent dans la même direction pour affronter le même adversaire. Voilà, par exemple, là on voit, ils sont exactement dans la même direction pour affronter Brixton. Et donc dans les scènes d'action concernant Brixton, comment lui donner cet aspect supérieur? Et il va y avoir un effet de ralenti qui va montrer qu'il a l'ascendant clairement sur les héros. À chaque fois que lui frappe, il y a un effet de ralenti comme ça qui lui donne clairement l'avantage. Dans le dernier affrontement, on va voir clairement que Brixton est supérieur aux deux personnages, comme depuis le début, donc il leur met une branlée monumentale. Et à partir du moment où ils vont comprendre qu'ils ont besoin d'attaquer tous les deux pour prendre l'ascendant sur lui, et ben là, on va avoir des effets de ralenti, mais sur les protagonistes. Tout ça pour bien montrer que grâce à leur travail d'équipe, ils vont être au niveau de Brixton, voire supérieur, parce que eux aussi vont bénéficier de ces superbes ralentis, qui fait qu'il y a une retranscription à l'écran du fait que ils ont des capacités un peu surhumaines à chaque fois. Alors, je sais pas ce qu'il vous faut, c'est beau quand même comme image, c'est stylé quoi. Il y a des effets vraiment super sympas dans ce film quoi. Ça se voit que ça n'a pas été fait par des tâcherons. Et donc l'un des derniers plans qui résume le mieux la relation entre les deux personnages, c'est celui-ci, c'est-à-dire que les deux personnages ont enfin trouvé un lien en commun en la présence de la sœur de Shaw, Vanessa Kirby. Et donc en fait c'est ce lien qui va les unir tous les deux. Je sais pas, moi je trouve ça cool. Je trouve que pour un bête film d'action, il y a quand même une esthétique, un travail du placement des personnages, un travail des couleurs, un travail des décors, un travail des effets. Alors c'est pas un truc de fou, mais on a été tellement habitué à de la merde ces dernières années que bordel, se taper un film comme ça, surtout dans la franchise Fast and Furious, ça a été une super bonne surprise. Moi je l'ai vu en salle, j'y suis allé à reculons et vraiment je m'attendais à un gros nanar comme les autres Fast and Furious. Ce n'est pas le terme exact. Et j'ai été agréablement surpris, mais vraiment. Et c'est un des meilleurs films d'action que j'ai vu ces dernières années. Sans parler des John Wick et des The Raid par exemple, où là on a vraiment un niveau ouf. Mais celui-là il a pas à rougir à côté. C'est le meilleur Fast and Furious de la saga, les autres en dessous il y a le 5, et le reste c'est de la merde. Mais comme quoi, même dans une saga pourrie, quand tu donnes ça à des mecs compétents et qui savent faire leur taf, et bah tu peux te retrouver avec un truc vraiment sympa quoi. L'action est ouf, l'histoire elle est classique mais elle marche bien. C'est un buddy movie, donc on va avoir deux mecs qui vont se prendre la gueule pendant 1h30 et à la fin ça va devenir les meilleurs amis du monde. C'est classique, mais c'est fait efficacement. Les vannes marchent bien à 85-90%. On a un personnage féminin qui est fort, qui est ultra stylé, qui est badass, sans être sursexualisé à mort. Même si un petit peu, parce qu'elle a quand même le rôle de la femme fatale, mais pas plus que The Rock qui est torse nu, et Statham qui représente quand même le 40-50naire vraiment super sexe, quoi, tu vois, pour une nana. Enfin voilà, tout marche dans ce film, tout fonctionne. À part 2-3 blagues de Ryan Reynolds et Kevin Hart, mais sinon tout le reste fonctionne, mais à merveille quoi. Donc pour ceux qui l'ont pas vu parce qu'ils aiment pas Fast and Furious, même sans avoir vu les autres films de la saga, celui-là vous pouvez le regarder, il a son histoire à lui tout seul, il y a 2-3 personnages que vous connaîtrez pas mais qui sont bien réintroduits, donc ça gêne pas du tout, et c'est vraiment un très bon film d'action. Si vous avez aimé les John Wick et consorts, bah moi je vous le conseille parce que vous allez passer un bon moment. Voilà, bah, et je crois qu'on a tout dit les gars, hein. À part encore une fois que Vanessa Kirby, voilà, mon 06 c'est... Donc voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire. On se retrouve bientôt pour la partie 2 de Creed, qui doit bientôt sortir. On essaye d'augmenter un peu la cadence, parce que là on a eu des problèmes entre les salles qui réouvrent pas et mon PC il est en fin de vie là. Le pauvre il est sous respiration artificielle. Ça va aller, t'inquiète pas. Je vais le débrancher bientôt. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et surtout, il s'est barré lui aussi. Bon bah, on se casse, hein. Salut. Solo.